Bien bonjour, je suis Guy-Philippe Goldstein, je suis consultant sur les questions de transformation digitale, chercheur sur les questions de cyberdéfense et je suis également auteur de romans d'anticipation, de romans de science-fiction, des choses qui pour certains ne sont pas très très sérieuses. Mais pourtant, comme le disait un grand sage, le Joker dans Batman, Why so serious? Pourquoi est-ce que c'est si important d'être sérieux? Et c'est vrai que parfois, quand on est trop sérieux, on fait peut-être des erreurs. Je prends un exemple. À l'écran, quelqu'un d'extrêmement sérieux, le docteur Henry Kissinger, qui était un des grands chercheurs sur les questions de relations internationales, qui a été le Conseil national de sécurité du président Nixon, et qui, au début des années 50, a une réflexion analytique très poussée pour réfléchir à une nouvelle forme de faire des conflits nucléaires qui permettrait d'éviter qu'on puisse détruire les villes. Et une réflexion avec des unités combattantes qui circuleraient autour des villes de façon à éviter des désastres. Alors, cette réflexion analytique très approfondie va être testée par l'OTAN lors des exercices militaires appelés carte blanche au milieu des années 50. Le résultat, c'est que c'est tout faux. Le résultat, c'est qu'on fait autant de victimes civiles que pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Bon. Il y a un vieux manuel de deux chercheurs de Yale, Theory and Reality in World Politics, qui explique un petit peu pourquoi. Et je trouve la raison très bonne. À savoir que lorsque vous n'avez pas de données réelles sur un événement, et sur les conflits nucléaires, Dieu merci, on n'a jamais eu de données réelles, et sur les conflits en cyber également, on n'a pas énormément de données, eh bien tout simplement, les modèles, les analyses reposent sur des intuitions personnelles, on pourrait dire des préjugés personnels, et habillés très souvent avec un espèce de jargon pseudo-scientifique. Et si on s'intéresse aux intuitions personnelles, eh bien parfois c'est intéressant de faire appel aux auteurs de science-fiction, aux auteurs d'anticipation qui eux-mêmes utilisent beaucoup ces intuitions personnelles. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un autre très grand chercheur, Martin Libicki, qui est un des grands pontes sur les questions de cyberdéfense, et qui est un ancien de la Rand Corporation, et qui, dans un article il y a plus de 20-25 ans, écrivait que pour essayer de comprendre un petit peu ces questions de ce que lui il appelait le hacker warfare, l'affrontement entre les hackers, eh bien finalement, les chercheurs, les analystes sérieux sur les questions de défense sont à égale crédibilité que les auteurs de science-fiction, les auteurs d'anticipation. Là, ça tombe bien, puisque moi j'essaye d'en écrire. Et je me suis posé la question pourquoi et quelle était un petit peu l'origine de ce jeu très personnel, qui est le jeu de l'écriture et de l'imagination, pour essayer de répondre à des questions importantes de stratégie. Et ce jeu, cette réflexion a une origine qui date en fait de la défaite française face aux Allemands en 1870. Cette défaite a profondément frappé les Anglais, et en particulier un auteur, qui était à l'époque un major général, George Cheney, qui a écrit un bouquin qui s'appelait The Battle of Dorking, qui imaginait l'invasion de la Grande-Bretagne par une nouvelle puissance émergente, l'Allemagne, armée avec une nouvelle type de technologie, les cuirassés et aussi les moteurs à explosion. Ce livre va frapper l'opinion anglaise. Ça va être un énorme succès de librairie. Et dans la foulée, plus de 400 romans de ce type-là, qu'on a appelé la littérature d'invasion, vont être publiés en Grande-Bretagne entre 1870 et 1914. Et en particulier, il y a un auteur très connu qui représente cette littérature, c'est H.G. Wells. Et H.G. Wells, quand on pense à la guerre des mondes, eh bien la guerre des mondes, c'est un exemple de littérature d'invasion. Sauf que l'ennemi là, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la Russie, c'est pas une grande puissance asiatique, non, ce sont les Martiens. Et H.G. Wells va avoir des intuitions assez fulgurantes, même sur des problèmes contemporains. H.G. Wells, par exemple, dans son roman de 1912, The World Set Free, est le premier à découvrir et parler de cette expression pour parler d'une arme nouvelle qui est la bombe atomique. Ce n'est pas un scientifique qui a créé l'expression de la bombe atomique, c'est H.G. Wells. Et plus près de nous, on voit que c'est un auteur de science-fiction, la science-fiction qui est un peu le descendant de ce qu'on appelait dans l'Angleterre victorienne les romans scientifiques. C'est un auteur de science-fiction, William Gibson, qui va remettre au goût du jour et créer un mot qui s'appelle le cyberespace, alors qui vient des études sur la cybernétique de Norbert Wiener à la fin des années 40, mais qui était tombé un petit peu en désuétude. Et c'est Gibson qui le reprend, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'on parle de problèmes de sécurité informatique, on colle cet adverbe de cyber à n'importe quelle sauce. Merci à William Gibson.
Mais on voit aussi qu'il y a des auteurs d'anticipation, de romans géopolitiques, qui sont capables de voir des tactiques militaires bien avant tout le monde. Dans ce roman de 1994, Tom Clancy imagine qu'on puisse utiliser un avion commercial quadriréacteur pour aller se scratcher contre un grand bâtiment public, le Capitole. Et donc il anticipe le 11 septembre de 7 ans. Et d'ailleurs, il y a l'ancien patron du contre-terrorisme et ancien patron du cyber-contre-terrorisme, Richard Clarke, qui va dire « Moi, pour essayer de découvrir un petit peu ce que pourraient faire les terroristes, je ne vais pas trouver les choses intéressantes dans les notes sérieuses de la CIA, je vais les trouver dans les romans d'anticipation, romans d'espionnage. » Et d'ailleurs, Richard Clarke, aujourd'hui, écrit ce type de littérature. Et donc moi, à titre personnel, il y a de ça plus de 11 ans, j'ai fait publier un roman, Babel Minute Zéro, qui essayait de parler donc de deux grands chocs. L'émergence de la puissance chinoise. Il y a 11 ans, on voyait en la Chine essentiellement que le grand atelier du monde. Là, je disais, voilà, c'est la deuxième puissance ou la première puissance mondiale. Et puis, une disruption technologique militaire, l'émergence des cyberarmes. Alors parfois, ces romans ont certaines portées politiques. Babel Minute Zéro a été publié en Israël et il y a environ 7 ans, il y avait un grand débat en Israël, un grand débat gouvernemental pour savoir est-ce que ces questions de cyberdéfense, c'est des questions qui sont importantes, ça c'était déjà clair, ou est-ce que ce sont des questions très stratégiques et auquel cas il faut investir là-dessus. Et l'une des personnes qui avait participé à la task force sur la cyberdéfense pour réfléchir à ça, a fait distribuer mon bouquin à certains très hauts représentants du gouvernement israélien, et peut-être que ça a eu une petite influence, parce que, in fine, donc il y a 7 ans, il y a eu ce choix pour Israël de faire de la question de la cyberdéfense une vraie question stratégique avec des vrais investissements gouvernementaux derrière ça. Et il y a un exemple encore plus prestigieux. Je parlais de H.G. Wells et de son roman « The World Set Free » et de cette question de la bombe atomique. Eh bien, à la suite de son roman, il y a un très grand politicien anglais qui s'est saisi de la question de la bombe atomique, Winston Churchill, qui va commencer à y réfléchir dès le milieu des années 20. Et même un chercheur comme Léo Szilard, qu'on va retrouver après à Los Alamos, va dire qu'il a été influencé par le roman de H.G. Wells pour commencer à réfléchir à l'utilisation militaire du nucléaire et à la réaction en chaîne. Donc on voit parfois l'influence incroyable de ces jeux d'imagination, de ces jeux de fiction, et d'ailleurs c'est utilisé aujourd'hui dans l'univers du business. Des sociétés comme Intel, parfois, font appel à des auteurs de science-fiction pour essayer d'avoir une projection sur l'avenir au bout de 5, 10, 15 ans. Des think tanks comme le Data and Society, qui a été fondé par Microsoft, font appel aussi parfois à des auteurs de science-fiction. Ça a été mon cas. On m'a demandé d'écrire une nouvelle sur le futur de la guerre, qui après a été discutée avec des chercheurs de la Fondation MacArthur ou du Center for New American Security. Et puis, je crois que vous aviez Alexandre Cadin ce matin, et vous avez dû vous parler de X-Prize. Eh bien, dans X-Prize, il y a un board avec des scientifiques pour juger des projets, mais il y a aussi un board avec des auteurs de science-fiction, pour essayer de voir un petit peu quelle pourrait être l'évolution terminale de certaines visions. Donc on voit toute l'importance de ce jeu un peu solitaire, le jeu de l'écriture, mais il y a aussi un jeu collectif très intéressant, et ce qu'on voit avec les wargames. Alors ces wargames essayent de répondre à une question importante qui a été posée par le prix Nobel d'économie et très grand stratège Thomas Schelling, et qui était le problème du théorème de l'impossibilité. Ce théorème de l'impossibilité, il est le suivant. C'est que même si vous êtes quelqu'un de très rigoureux ou même de très imaginatif, vous ne pouvez pas par vous-même dresser la liste de tous les problèmes qui ne vous arriveront jamais à vous. Et c'est pour ça qu'on fait des jeux, pour se projeter dans notre rôle et tout d'un coup découvrir des choses auxquelles on ne pensait pas. Et ces jeux stratégiques, ces jeux de guerre ont une vieille histoire. On pourrait parler du jeu d'échecs qui a émergé en Inde. On pourrait parler évidemment du Kriegspiel, qui a été développé par tous les stratèges militaires au tournant du XVIIIe et XIXe siècle, qui a joué un rôle très important. Et on pourrait voir aussi d'ailleurs que ce Kriegspiel, par exemple, est entré dans le monde anglo-saxon grâce en particulier à une personne, H.G. Wells, à nouveau. Donc on voit les liens entre les deux thèmes, qui a développé ce que lui il appelait les Little Wargames, les petits jeux de guerre, pour essayer de bien comprendre un petit peu les mécaniques de guerre.
Alors, ces Little Wargames, on peut les voir comme une forme de divertissement, mais en fait, ce sont des choses très très sérieuses. Et quand on fait des wargames de façon très sérieuse, et d'ailleurs souvent on le fait essentiellement en réunissant des gens, des experts autour d'une table, on parle de box set, bunch of guys sitting around a table, on est capable de voir des problèmes avant même qu'ils puissent arriver. Plusieurs exemples. L'amiral Nimitz, pendant la Seconde Guerre mondiale, et après, a dit que c'est grâce à tous les wargames que les Américains avaient joués avant le démarrage de la Seconde Guerre mondiale que les Américains ont pu rapidement repartir à la conquête dans le Pacifique face aux Japonais. Il y a un autre exemple de problèmes graves qui ont pu peut-être être évités grâce aux wargames. En 1983, et c'est ce qu'on voit à l'écran, Caspar Weinberger, qui est le secrétaire à la défense pour Reagan, décide de repenser entièrement la posture nucléaire américaine. On va faire une grande série de jeux, les wargames Proud Prophet. Et on prend des gens au plus haut niveau et on va les faire jouer la riposte nucléaire américaine, la riposte nucléaire soviétique. Qu'est-ce qui se passe? Et on joue, et très rapidement, on arrête de jouer. Très rapidement, on arrête de jouer parce qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de solution viable pour l'un ou l'autre des acteurs et que les deux parties finissent par s'autodétruire. Bon. Alors, ces conclusions un petit peu dramatiques, elles ont peut-être porté parce que l'année suivante, en 1984, l'administration Reagan, peut-être à cause de ça, finit par abandonner le ton très belliqueux qu'elle avait vis-à-vis de l'Empire du Mal, l'Union soviétique. Il ne faut pas oublier que Gorbatchev, lui, n'arrive qu'un an après, en 1985. Et puis un autre jeu qui peut-être aurait dû être écouté, en 1999, le général Anthony Zinni, qui à l'époque dirige CENTCOM, c'est le commandement militaire américain pour tout le Moyen-Orient, fait jouer un jeu qui s'appelle Desert Crossing, où on va imaginer 3 divisions blindées américaines, 400 000 hommes, qui vont envahir l'Irak. Alors on fait le jeu, et on se rend compte de deux choses. D'une part, militairement, il est très facile de détruire l'armée irakienne, et deuxièmement, eh bien, très rapidement, on n'arrive pas à contrôler politiquement le pays, et l'Irak sombre dans l'anarchie. Bon, alors on peut se dire que peut-être si on avait écouté ce jeu-là, une catastrophe qui est venue 4 ans plus tard aurait pu être évitée. Et comme ces jeux sont intéressants et permettent un petit peu de confronter de nouvelles hypothèses, eh bien on voit des gens dans le business qui sont de plus en plus en train de les jouer. Alors, beaucoup de gens dans le monde pharmaceutique, dans les transports, font ce type de jeu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque tout d'un coup, il y a un nouveau choc technologique ou un nouveau choc réglementaire, comment la compétition va réagir, comment les consommateurs vont réagir. Mais on le fait aussi sur les questions de cybersécurité. Alors voilà, à l'écran, c'est un petit jeu que j'ai pu faire. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'une part la prise de conscience par des gens aux fonctions dirigeantes de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une crise de cyber, et puis de voir à nouveau les interactions, de voir ce qui va se passer entre le marketing, entre la production, mais aussi avec les clients, qu'on oublie souvent, curieusement, dans ces jeux-là, et puis l'État, la régulation, et même parfois les hackers. Bon. Donc, on voit une foultitude de choses qui sont importantes à être mises en place. Et derrière ça, il y a quelques règles, et je vais terminer là-dessus, avec un petit peu d'avance, pour essayer de parler un petit peu de ces règles qui sont fondamentales pour faire un bon jeu. La première des règles, la plus importante lorsqu'on fait un jeu, c'est qu'on va créer un bac à sable, un environnement séparé du monde dans lequel on vit. Et il faut absolument que ce bac à sable soit là pour poser une question auquel on n'a pas de réponse. Il faut accepter cette incertitude profonde, et c'est ce à quoi servent d'ailleurs très essentiellement les jeux. Donc ça peut être une question compétitive, ça peut être une question de disruption technologique, ça peut être une question de révolution réglementaire. L'autre chose qui est très très importante, c'est d'être capable, pour chacun des joueurs, de bien incarner des rôles. Parce que ce qu'on essaye de voir, c'est la dynamique entre tous les différents acteurs. C'est ce jeu humain et social qui va émerger. Donc ça, c'est très important, et ça demande un peu de préparation. Parfois, c'est joué par des experts. Parfois, on demande à des gens de se renseigner un petit peu sur les rôles qu'ils vont jouer. Et puis, un dernier point, qui est peut-être le plus important, c'est qu'on est là, entre guillemets, quand on fait un jeu, pour se lâcher. Il faut accepter de faire des erreurs. Parce qu'il y a une chose fondamentale des systèmes d'apprentissage, c'est qu'on apprend l'erreur en descendant une courbe d'expérience. Et la courbe d'expérience, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, bim, bam, boum, on fait des erreurs, on apprend. On fait des erreurs, on apprend. On fait des erreurs, on apprend. Et le plaisir du jeu, c'est quoi? C'est de continuer à perpétuellement faire des erreurs tout en gardant le sourire.
et en étant capable de découvrir des choses auxquelles on ne pensait pas. Je finirai là-dessus, comme aujourd'hui, le monde du business, le monde de l'industrie est confronté à des chocs nouveaux. La transformation digitale qui va changer la manière de communiquer avec le consommateur, qui va aussi changer les problèmes de sécurité. Eh bien, on peut penser que ces deux approches, pour essayer de comprendre ces mondes incertains, ces deux approches qui utilisent l'imagination, celle de l'écriture fictionnelle et celle aussi du jeu, sont promis un très important avenir dans cette transformation digitale que nous sommes en train de connaître. Merci. Ouais, alors quand tu dis que tu vas finir bien en avance, Oui. en fait, tu as 17 secondes d'avance, c'est pas non plus frimé. Alors, bon, tu nous as dit, tu as commencé un peu à nous mettre l'eau à la bouche sur le thème. Bon, quand on commence à jouer, il faut slasher, tout ça. Alors là, on a quelques individus au premier rang qui vont slasher. Qui ont un peu la pression là actuellement. Tu vas emporter ce petit monde, vous allez jouer, créer des trucs, gros suspense, y compris pour nous. Hein, y compris pour moi aussi et d'ailleurs. pour toi aussi. Alors, à noter que ces personnes ne se connaissent pas. Ces personnes ne se connaissent pas. Il va se passer des trucs. Des choses. Ils Voilà. vont créer Au cours de et ils l'heure vont qui vient. revenir dans 1 heure. Tu as seulement Exactement. 1 heure pour Une créer. heure. Donc le but, c'est de montrer qu'on peut jouer et créer en seulement 1 heure. Voilà. On fonce dans l'incertitude. Je ne sais même pas ce qui va se passer. On va avoir des équipes. On va voir d'autres personnes aussi. Et puis après, on va jouer. Je crois donc dans 1 heure, on se retrouve. Alors tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas faire Wargames, pas de 4e guerre, pas de 3e guerre mondiale, qui n'a pas encore eu lieu. Parce que j'ai un peu peur avec toi quand même. Tu as raison. Allez, Merci beaucoup. c'est à toi. Bien. Et Bon nous, courage. on va continuer à jouer. Et si je vous dis Assassin's Creed, si je vous dis les lapins crétins, si je vous dis Far Cry, forcément vous pensez à Ubisoft, évidemment. Et donc on va accueillir pour une petite heure Anne Blondel-Join et Tommy François d'Ubisoft. C'est la crème de la crème d'Ubisoft. Et après, vous pourrez poser, bien entendu, vos questions. Donc, toujours pareil pour ceux qui nous rejoignent. Slido.com sur vos téléphones. Et directement, vous arrivez sur une page, vous tapez #LabPostale. Vous écrivez vos questions. Nous, on les lit et on les relaie après.